Comment se passe la négociation dans le cas d'un rançongiciel? Nous avons la chance de poser un certain nombre de questions à Lilian Logera, qui est spécialiste négociateur vis-à-vis justement des cyberattaques et plus particulièrement dans le cas de rançongiciel. Lilian est un ancien négociateur et il a la gentillesse de répondre à ces questions. On se retrouve tout de suite après le générique. Lilian, je vais commencer par une première question. Comment se passe la mise en relation avec les cyberattaquants lorsqu'une entreprise subit justement une cyberattaque? Alors, ce qui est paradoxal sur une négociation lors d'une cyberattaque, c'est que c'est pas une négociation traditionnelle. Alors pourquoi? Quand on communique d'une manière générale, on a 3 façons de communiquer, soit en face à face, soit par, téléphone, soit, on va, négocier tout simplement par des mots, par des messages. Et en fait, la négociation en cyber se passe dans une très, 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 très grande majorité des cas par, des chats, alors qui sont, sécurisés, soit par mail. Donc en fait, on va utiliser que des mots et c'est ce qui la rend un petit peu singulière, c'est qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous pose des questions ou qui veut nous faire des affirmations et va lui répondre uniquement par des mots, à la différence d'autres négociations, on peut les avoir par téléphone ou dans peu de cas en face à face, à part des négociations, dans l'entreprise salariale ou autre entre les personnes. Donc c'est la singularité, c'est-à-dire que tout se fait, en décalage et pas tout le temps en direct. J'envoie un message, je reçois un message, je peux le recevoir, 1 jour après, 2 jours après. Donc le timing est toujours très compliqué et puis donc ça se fait uniquement avec des mots et quand on connaît un petit peu la communication, lorsqu'on n'utilise que des mots, on n'utilise que 7 de nos capacités pour faire passer un message, pour qu'il soit compris par l'autre. Ce qui rend donc le choix des mots très important, donc une négociation extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver donc les bonnes expressions pour exprimer ce que l'on veut dire et il va falloir lire entre les lignes, ce qui est écrit par le cyberattaquant pour comprendre. Alors, quand on a des langues qui sont riches et variées, et qu'on voit qu'ils ont utilisé, par exemple, des outils de traduction pour essayer d'utiliser soit le langage ou autre, eh bien, il faut comprendre les expressions. Donc, il faut, être très fin dans l'analyse de ce qu'il dit, dans ce que l'on va dire, hein, et montrer que tout d'un coup, on est crédible parce qu'il y a une notion de crédibilité dans la compréhension et dans la façon dont on s'exprimer. Donc, on est dans un mode dégradé Mmh. où le temps est géré par le cyberattaquant parce qu'il nous répond quand il a envie, il nous envoie un message quand il a envie, par mail, par des boîtes hein, qu'on retrouve sur le dark web ou sur des liens qu'il nous envoie, ou par mail, hein, c'est déjà arrivé, moi j'ai eu une cyberattaque où il envoyé par mail, donc directement sur une des responsables de l'entreprise. Donc voilà, et c'est ce qui rend la négociation beaucoup plus compliquée, mais possible. Et c'est la singularité de la crise cyber. Alors, on l'a pas quelqu'un en face à face ou au téléphone, on va te parler, bon bonjour, comment vas-tu? Et puis on va. Mmh. Non, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas cette notion de chaleur relationnelle dans ce cadre-là. On est vraiment en fait juste sur des mots et il n'y a pas cette OK, comment ça va? Je te remercie de prendre contact avec moi. De tout ce que, de tout ce que j'ai lu, parce qu'aujourd'hui les cyberattaquants illustrent leurs attaques par la mise en ligne de leurs négociations. Ce que j'ai lu, c'est que ça reste très froid. C'est ça. Il y a pas, il y a- Alors, on ne peut pas montrer de l'empathie par des mots. Donc l'empathie, hein, c'est la capacité à montrer que je me mets à votre place et je comprends parce que vous m'avez dit ça et autres. Donc l'empathie est une vraie posture. Et on peut montrer de la compréhension, mais on ne peut pas créer de lien. Le lien, il est extrêmement étroit et extrêmement fragile parce que c'est très brutal. Les mots sont extrêmement brutaux. Si tu as compris, tu n'as pas compris. Et puis, c'est quand même eux qui mènent la danse au départ. C'est eux qui ont fait la cyberattaque et on ne sait pas. On reviendra tout à l'heure sur pas mal de choses. Mais si j'ai pas compris qu'ils ont en face de moi, comment on peut gérer la crise? Alors oui, il y a une dimension technique qui est très importante. Ils laissent des traces sur leur mode opératoire et autres. Pas de souci. Mais dans la négociation, ce qui rend les choses alors très intéressantes, parce qu'on se creuse la tête, hein, je peux vous dire que pour en avoir fait quelques-unes, on se pose vraiment toutes les questions pour comprendre qui on a en face de nous. Est-ce qu'on a le même interlocuteur? Parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Quand vous négociez au téléphone, vous avez toujours le même, ou quelqu'un qui vous avez déjà eu. Donc, vous connaissez un peu mieux, reconnaissez le son de sa voix, il a ses propres expressions. Vous pouvez échanger. Là, vous échangez pas. Vous balancez un poste, vous attendez une réponse il a le temps de la choisir, elle n'est pas spontanée. Il a le temps de réfléchir aux mots qu'il va utiliser. Et vous, il va falloir faire avec. Donc, il va falloir utiliser des techniques de négociation qui sont extrêmement fines
pour comprendre qui est en face de vous, pas pour le piéger ou pour gagner du temps, comme on peut le dire, c'est comprendre qui on a face de nous et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Parce que la négociation de crise, moi je la définis en une phrase très simple, c'est expliquer à l'autre qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Je vais répéter cette définition parce qu'elle est pas du tout connue ou elle est complètement, malheureusement, dévoyée. C'est expliquer à l'autre qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Mais si j'ai pas compris ce qu'il veut faire, parce qu'il y a plein d'objectifs variés, et c'est ce qui rend les choses très compliquées. Donc il faut beaucoup de prise de recul, il faut beaucoup d'attention, il faut choisir ses mots tout en lisant entre les lignes. Et donc ça demande quand même pas mal d'expérience. Et surtout dans une stratégie de gestion de crise globale, parce que c'est pas la négociation qui fait tout, hein. Elle ne fait pas tout. C'est un outil très utile, mais dans une stratégie globale où le rôle, c'est quand même à un moment d'expliquer aux cyberattaquants que d'accord, pour l'instant tu as ça, mais pour l'instant, moi je peux faire ça, je peux pas faire ça, ou voilà ce que j'attends de toi. C'est pas simple. C'est ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, hein. À la différence d'un kidnapping où vous avez le kidnappeur au bout du fil et qui veut tout de suite sa rançon, vous l'entendez, vous pouvez échanger avec lui, et là vous avez juste des mots. Vous n'avez pas de son en fait. Ouais, c'est là où c'est très déstabilisant parce qu'il y a vraiment cette distance, hein. Tu parlais de froideur tout à l'heure. C'est clair que par l'intermédiaire de mots, et en plus de ça, j'imagine que ça peut passer par Google Translate, donc les mots sont pas forcément ceux qui étaient à l'origine, etc. Donc ça ne va pas simplifier les choses. Je vais venir sur une deuxième question. Là. Quelles sont les tactiques utilisées par les cyberattaquants pour forcer à payer une rançon? Parce que l'idée derrière ça, là, c'est qu'ils veulent quelque chose de l'entreprise ou de la personne qui s'est fait cyberattaquer. Ouais. C'est quoi un petit peu leur tactique pour forcer en fait au paiement de la rançon? Alors, en fait, la première question, avant de répondre à ta question, je vais répondre déjà à une autre question. C'est quels sont leurs objectifs? Parce que, en fait, ils ont plusieurs objectifs possibles. Le premier, ça peut être de l'argent. Le deuxième, ça peut être une vraie entrave à l'activité. Et où, hein, c'est du et où. Je peux avoir une rançon et puis je n'en pas. Deux, je ai pris des informations sensibles. Trois, je peux faire des dommages aux personnes parce que si je révèle ces informations sensibles, je vais créer à un moment des vrais dommages psychologiques, hein, pas obligatoirement physiques, mais psychologiques. Je peux aussi créer des dommages aux biens, c'est-à-dire que j'ai vraiment détruit vos installations. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les réparer, il va falloir tout changer. Je peux médiatiser l'acte, c'est ce qui tourne de plus en plus. Et j'y reviendrai dans quelques minutes sur une nouvelle tactique qui est utilisée, qui est très déstabilisatrice. Et ils peuvent faire des victimes. Alors pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais s'ils veulent, à un moment, on en aura. Parce qu'à un moment, on va avoir une sorte de cyberterrorisme où l'objectif, ça va vraiment de faire des victimes, avec une très grosse médiatisation, au-delà des rançons. Donc ça fait quand même pas mal d'objectifs. Donc si je n'ai pas compris ces objectifs, je ne peux pas aligner ma stratégie et négocier. Premier point. Les tactiques, ils jouent sur un ressort très simple, la peur. Nous avons peur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils touchent à un sujet sensible, deux sujets sensibles. Les informations sensibles qu'on a chez nous. Donc, on a tout de suite peur. Avec toutes les règles qu'on met autour, OK, on essaie de protéger les informations confidentielles, quelles qu'elles soient, sur nos projets, sur les personnes ou autres. Mais à un moment, donc, ils nous font peur. Et deux, puisqu'ils ont bloqué tout mon système, quand est-ce que je vais pouvoir retrouver une activité normale? Donc, si je suis chef d'entreprise, à un moment, quand je vois que malgré tous les efforts, toutes les meilleures expertises, il va falloir un grand nombre de jours pour revenir à la normale, voire quelques mois, et que mon activité est bloquée, mon entreprise, elle peut du jour au lendemain disparaître. Donc, il joue sur ce volet de la peur et de cette ligne de temps où on voit le temps s'égrener, le sablier est en place. Et il joue en plus avec un ultimatum qui revient en place, il dit si vous ne payez pas dans les 10 jours, je prends cet exemple, eh bien on dévoile les informations. Bon, voilà, ça on le sait. On le sait déjà. Et c'est ce qui fait que dès le départ, il y a ce choc parce que les personnes sont choquées par la crise cyber, parce que tout ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ne fonctionne plus. Donc il y a un effet de sidération, c'est ce qu'on voit très fréquemment dans les reportages, les articles, en disant au début on est surpris, ah oui c'est normal, j'arrive le matin à mon bureau et je ne peux plus rien utiliser. Donc on revient au papier crayon. Ça c'est une très grande difficulté. Et toi qui fais de la gestion de crise, tu sais qu'aujourd'hui, moi j'apprends aux personnes en gestion de crise à revenir au papier crayon. Parce que si vous savez revenir au papier crayon, après il peut se passer n'importe quoi, vous êtes prêt. Et avec un moyen de communication, on y arrive. Ensuite, il va y avoir les plans qu'on va déployer pour essayer de revenir à quelque chose d'acceptable. Ça fonctionne ou pas.
Alors nous, dans notre métier, on a une expression, tous les plans préparés à l'avance ne fonctionnent pas. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que malheureusement le jour J, ils ont été dépassés par. Mais au moins, même s'ils existent, eh bien, il va falloir faire plus. Et après, tu vas te dire, je vais commencer à négocier. Mais la négociation, elle est déjà quasiment tronquée parce que, pour l'instant, parce qu'ils ont des informations sensibles, ils ont entravé ton activité et ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc jusque-là, tout va mal, hein. C'est 1-0 pour le cyberattaquant, balle au centre, et on fait comment? Et il joue sur cette tactique de la peur, cette émotion de la peur, hein, qui est double et qui fonctionne très bien. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, moi, l'un de mes rôles sur les cyberattaques où je suis intervenu, ça a été transformer la peur, la crainte, en quelque chose de positif, on va y arriver, et rationnel. Parce que tout le monde avait peur. Peur de la fin, peur pour les informations confidentielles, hein, sans rentrer dans les détails. Mais à un moment, il faut se dire, OK, c'est ça, mais on va l'utiliser autrement. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et le cyberattaquant, il y arrive très, très bien. Ouais. Et il médiatise de plus en plus. Hein. Ils médiatisent de plus en plus. Et il ne faut pas oublier, je prends un cas qui est assez extraordinaire dans leur mode opératoire. Aujourd'hui, ils font des sortes de communiqués de presse. Hein. L'affaire de Thales dernièrement est assez extraordinaire, où ils disent, voilà, on a pris des informations confidentielles. Maintenant, si vous voulez porter plainte, on vous aide. Service après-vente. Ah oui. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'ils font peur, ils montrent, regardez, on n'a rien du tout, mais par contre, vous allez pouvoir porter plainte. Et je prends un dernier cas, les attaques cyber contre les hôpitaux. Ouais. Moi, je pense, c'est un avis très personnel. Hein. En France, ils attaquent les hôpitaux, pourquoi? Parce que c'est peut-être des cibles plus faciles, mais c'est une cible où tout de suite il y a beaucoup d'impact. Et c'est pour montrer à toutes les autres victimes, regardez, les services de l'État, ils ont beau faire tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui gagnons tout le temps. Donc, en fait, ils mettent la pression sur les autres. C'est ça leur tactique. Donc, tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on ne sera pas mis autour de la table pour se dire à un moment, il va falloir changer un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir peur au début parce que oui, c'est pas simple, mais à un moment, il faut montrer qu'on a une capacité à gérer, à trouver des solutions et peut-être pas aller dans le sens des cyberattaquants, même si c'est pas toujours évident. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a cette notion de pas évidence parce que lorsqu'ils ont tes données là, en fait, ils t'attrapent par les cornesses là et puis ils te font chanter ce qu'ils veulent que tu chantes. Donc, au niveau justement de la négociation, où est-ce que toi tu peux intervenir pour limiter les dégâts par rapport justement à ça? Parce que ils ont quand même le gros bout du bâton là. Et puis l'entreprise, hein, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc au niveau de la négociation, comment est-ce que tu peux réduire l'impact? Comment est-ce que ça se passe? Et ça revient un petit peu à une question que j'allais te poser là. Quels sont en fait les points clés d'une bonne négociation qui va permettre justement de faire en sorte que l'entreprise ne perde pas trop, même si au final on sait qu'il y a quand même pas mal de pertes derrière ça? Alors, il y a des choses sur les impacts immédiats, la négociation va rien faire du tout. Les impacts, ils sont déjà là quand on arrive. On a déjà bloqué l'activité à certains degrés. On a déjà pris des données ou pas, et les données ont été extraites ou pas. Donc, la négociation ne changera rien à la base au départ, donc aux fondations de la cyberattaque, c'est-à-dire qu'ils nous ont bloqué le système et on a des données qui sont sorties. Ce que va faciliter, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est déjà prendre contact en face et mettre un cadre de négociation. Parce que, en fait, tout le monde pense, et tout le monde le dit, on ne va pas payer la rançon. Mais moi, j'ai jamais dit qu'on allait payer la rançon. J'ai dit, moi, à un moment, on va se mettre d'accord. OK, déjà, vous êtes qui? Deux, prouvez-nous que c'est bien vous qui avez attaqué. Trois, après, quand on aura les preuves, ça s'appelle comme sur un enlèvement. Il faut reprendre, il y a une chose que tout le monde a oubliée. Ce que les cyberattaquants utilisent aujourd'hui, ce sont des techniques qui ont déjà existé dans le passé, qui étaient utilisées par des groupes armés qui faisaient de l'enlèvement un commerce, un business. Ils font quoi? Bon, ils segmentent, et puis à un moment, eh bien, si j'ai pas une preuve de vie, je paye pas. On sait très bien qu'à un moment, on va payer parce qu'on va récupérer l'otage. Bon, là, avant de dire je vais payer, je vais me mettre tout le cadre nécessaire pour me garantir que j'ai bien la bonne personne en face de moi ou le bon groupe. Deux, qu'à un moment, j'ai les preuves pour pouvoir avancer, parce que c'est bien beau de dire on va avoir 300 000, 400 000, 500 000 euros, on va payer, mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, tu vas me garantir que j'ai bien la clé de décryptage? Et deux, que les données que tu as volées, tu ne vas pas les revendre. Donc, on met une sorte de contrat tacite en place. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans ce que j'ai lu. Alors, peut-être que ça existait dans des cas où
que je n'ai pas lu, et je l'espère, mais la négociation, c'est avant tout mettre un cadre de confiance. Moi, je suis ton interlocuteur, toi, tu es mon interlocuteur, maintenant, on y va. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est fondamental, c'est que tu crées un lien avec la personne. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est un métier. De créer un lien par les mots est un métier. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'improviser négociateur, comme je l'ai vu dans certains cas où c'est une catastrophe. Ah, mon chef veut plus payer, donc je stoppe tout. Bah, voilà, c'est amateur et c'est même, je dirais, quelque part très inquiétant parce qu'en fait, on ne fait que renforcer le pouvoir de l'attaquant. On crée ce lien. Après, on comprend. À un moment, quand on a les preuves de ce qu'on a en face de nous, là, on va pouvoir mettre en place une stratégie. C'est est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on paye, on paye pas? Parce qu'il faut arrêter de dire on paye pas. Il faut arrêter de dire on paye pas. C'est qu'à un moment, quand on regarde les statistiques, beaucoup payent. Mais dans quelles conditions ils ont payé? Parce qu'à un moment, ils n'ont plus d'autres solutions. On n'est pas là pour gagner du temps. On est là pour essayer de comprendre qui on a en face de nous. Lui, il a déjà mis un ultimatum. Donc, l'ultimatum, il va le laisser. Hein. Et il met une pression énorme dessus. On le sait déjà. On sait déjà que quand il va dévoiler les données, il y aura peut-être des données confidentielles. Donc, on va avoir ce qu'on appelle, nous, l'effet double crise. On va avoir d'autres parties prenantes qui sont impactées, qui vont nous tomber dessus. Ça, on le sait déjà. Mais si on le sait déjà, on l'accepte. Et si on l'accepte, on peut le gérer. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a un tremblement de terre qui s'appelle la cyberattaque, et ses conséquences, qui est le tsunami, la hauteur de la vague, on ne la maîtrise pas. Alors oui, bien sûr qu'on ne la maîtrise pas, parce qu'on ne sait pas comment ils nous ont attaqué, qui nous a attaqué, qu'est-ce qui nous a pris. Moi, j'ai une cyberattaque que j'ai gérée. Les données qu'ils avaient extraites étaient des données mais vraiment administratives, avec aucune confidentialité. Bah, c'est bon. Au revoir. Tu nous as appris quelque chose. Nous, on a réussi à mettre en place une remédiation assez rapide en 3-4 semaines parce qu'on a eu beaucoup de chance dans ce cas-là. Donc, pendant un mois, ça a été un petit peu compliqué, le temps de s'assurer que tout fonctionne et que tout était propre. La négociation a assez déterminée. Tu ne nous as rien pris de confidentiel, donc c'est bon. Et voilà. Donc, il n'a aucun pouvoir sur vous. Et la clé de décryptage, il n'a pas eu besoin parce que les sauvegardes ont pu fonctionner, même si ça prend toujours du temps et autres. Donc, il y a des cas où, à un moment, la négociation, on va pas aller du tout sur le terrain de l'attaquant. D'autres, il va falloir y aller. Mais à un moment, il faut aller sur le terrain. Il faut y aller, il faut aller les chercher, il faut comprendre et lui montrer qu'en face de lui, il a du sérieux. Et ça, je vous dis, c'est très important parce que mon expérience et les retours d'expérience qu'on a sur d'autres négociations qui n'ont rien avec la cyber, mais la négociation de crise, c'est que quand on a du sérieux en face de soi, ça change la donne. Si le cyberattaquant il veut une rançon, il faut qu'il comprenne qu'à un moment, il va falloir qu'il se plie à certaines règles. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle. Ils font ce qu'ils veulent. Et la négociation a un rôle très particulier, pas miraculeux, mais très particulier, c'est qu'elle permet d'installer dans le temps un cadre quand toutes les choses sont faites dans le bon ordre. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais quand ça fonctionne bien, ça permet de garantir à chaque partie quelque chose de, je dirais, de correct, d'acceptable. Le cyberattaquant, il gagne de l'argent parce que c'est ce qu'ils veulent, et puis l'entreprise retrouve sa clé de décryptage et ses données ne sont pas rendues derrière. C'est tout. C'est tout. Donc, à un moment, il faut essayer de codifier les choses. Et c'est pour ça qu'une bonne négociation, je n'ai pas de définition, hein, on sait négocier ou pas, c'est qu'on a mis un cadre où la confiance va s'installer. Même si on veut dire avoir une confiance en criminel, vous pensez que quand on négocie en crise, vous n'avez pas confiance en un terroriste ou autre, vous allez créer un lien avec. Ce que les gens ont du mal à comprendre. Qu'avec un cybercriminel, à un moment, moi, je vais essayer de comprendre qui j'ai en face de moi et je vais surtout avoir un lien avec lui pour lui dire si tu fais ça, moi je fais ça, si tu ne le fais pas, je ne fais rien pour toi. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça c'est vraiment de l'accompagnement en fait. Et puis j'aime bien ta notion de oui, il faut se faire confiance en fait au final. Et puis ce que tu disais, c'est pas quelque chose qui est habituel de dire bah tiens, je vais faire confiance, je vais m'entendre avec l'attaquant, etc. pour tisser des relations qui vont permettre à terme de calmer les choses ou de régler un certain nombre de choses. Et ça c'est pas inné, c'est pas une approche. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Déjà, c'est pas compris. Après, moi, je peux entendre qu'on dit on paye pas de rançon. Ok, ça c'est le leitmotiv, mais ça c'est que des mots. Alors, on fait quoi après? Moi, j'ai une phrase dans mon entreprise, c'est et maintenant on fait quoi? C'est bon, c'est dit. Et on fait quoi? Si tu veux, je te reprends un exemple très. Je peux comprendre la volonté d'exister, de communiquer pendant des crises majeures. Pas de souci là-dessus. Mais je te donne un exemple qui me fait sourire en tant que gestionnaire de crise et négociateur de crise. C'est qu'au début de la crise
de Corbeil-Essonnes, de l'hôpital, donc au mois d'août. La rançon demandée, on le sait très rapidement parce que c'est très médiatisé, c'est 10 millions de dollars. Ouais. Ok. Le gouvernement, dans la foulée, met 20 millions pour protéger les autres hôpitaux. Si tu es l'attaquant et tu lis un peu la presse, tu vas plus demander 10 millions de dollars, tu vas demander 20 millions d'euros. C'est clair. Ouais. Donc, à un moment, il faut trouver la bonne stratégie de communication. Il faut arrêter que chacun gère son risque de son côté, mais que tout le monde, à un moment, gère la crise. Mais il faut une stratégie très claire, où chacun a sa place. Je dis bien, il y a les experts techniques qui vont trouver des solutions, il y a ceux qui mettent en place les plans pour la continuité d'activité, il y a ceux qui vont préparer les éléments de communication et de langage, il y a une partie de négociation, il y a une partie d'investigation, il y a tout ça qui se met en place. Ça, on le sait. Mais si chacun travaille de son côté, ça ne peut pas fonctionner. Donc, une bonne négociation, il y a ce côté, je mets un cadre, mais deux, elle s'insère dans un dispositif global de gestion de crise. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est la gestion de crise qui pilote le tout. Après, chacun a son rôle, mais je sais ce que font les autres et je sais ce que j'ai à faire avec ma propre ligne de temps. Et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Il y avait une remarque que tu as faite tout à l'heure, c'est sur l'acceptation. Dans le cadre de la négociation, justement, c'est d'accepter, au niveau de la personne qui s'est fait cyberattaquer, d'accepter de perdre ses données, d'accepter que ces données soient diffusées, etc. Là aussi, il y a une négociation en interne vis-à-vis en fait du DG ou du président de l'entreprise pour dire, OK, comme tu dis, hein, et maintenant on fait quoi là? Donc là aussi, une fois que les Ouais. données sont mises sur le dark web, on n'a plus aucune mainmise là-dessus. Quand elles sont à disposition d'un cyberattaquant, il n'y a plus de mainmise là-dessus. Donc là, il y a aussi une négociation du côté en Ouais. fait de l'entreprise pour leur faire comprendre, ben ok, t'as pas d'autre choix, il va falloir que tu te prépares, et tu le disais très justement tout à l'heure, il va falloir que tu te prépares parce que tes données, elles vont être diffusées, peut-être ou peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'elles vont être diffusées. Et là, tu vas avoir en fait d'autres bordels avec tes partenaires qui sont aussi du coup impactés par rapport à ça. Et ça aussi, cette négociation Ouais. interne, c'est aussi un autre niveau de négociation. Comment tu le traites ça? Ouais. Alors, moi, je le traite aussi. Toutes les techniques de négociation qu'on utilise et l'expérience en négociation nous permettent aussi de trouver, de coacher un peu en prenant en fait toutes les hypothèses. En fait, en négociation, pour faire très simple, on a trois hypothèses. On a l'hypothèse haute qui est l'hypothèse la plus favorable, tout va bien. On a l'hypothèse basse, c'est quand tout va mal, et on a l'hypothèse de repli. L'hypothèse de repli, c'est de se dire, malgré tout ce que l'on fait, on va essayer de trouver notre solution. Et moi, par exemple, je prépare déjà toutes les équipes à dire, maintenant, il va dévoiler les données, donc il faut qu'on anticipe. Donc, au lieu de se dire, on va attendre qu'il les dévoile, nous, en fait, en termes de communication, voire de négociation avec toutes les parties prenantes potentiellement impactées, on les prévient, on communique. C'est fini le temps de se dire, quand on a une cyberattaque, il faut arrêter de dire c'est un ennui technique. On l'a encore vu cet été dans certains cas. Ouais. Les gens disent on a un problème et c'est un ennui. Non, c'est une cyberattaque. Nous allons vous communiquer. Et pourquoi? Parce que tu devances déjà ce que va faire le cyberattaquant, parce qu'il va le faire. Il va le faire à un moment ou à un autre. Et quand il va le faire à un moment ou à un autre, il va falloir que tu sois prêt. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. C'est binaire la gestion de crise. Il n'y a pas plus brutal que la gestion de crise. Soit tu es prêt parce que tu as anticipé dans ton organisation, dans tes réponses, et puis dans l'analyse des impacts potentiels et des parties prenantes impactées, tu vas les prévenir. Tu ne vas pas attendre que le cyberattaquant te dise maintenant, il faut qu'on les prévienne. Non, il faut les prévenir avant. Donc, c'est une négociation. Donc, en fait, on a cette volonté de se dire, le négociateur, lui, il part tout le temps sur plusieurs hypothèses, peut-être 5, 6, 7, 8 hypothèses différentes, mais qui s'inscrivent complètement dans la gestion de crise. Il n'est pas que sur sa négo stricte. Il va se dire, maintenant, moi, j'ai besoin de comprendre comment on va pouvoir réparer, comment on va pouvoir remédier, qui, techniquement, vous voyez que j'ai en face de moi. À un moment, c'est un ultimatum, est-ce que vous êtes prêt à gérer derrière? Parce que moi, je suis le cyberattaquant, mais je fais une surmédiatisation de l'événement aujourd'hui. Mais je pense que les cyberattaquants, on a de la chance parce qu'ils sont légers. Quand ils vont être vraiment très, très, très formés, ils auront compris toutes nos failles, parce qu'on a beaucoup de failles comme partout. J'estime qu'on a de la chance. Parce qu'ils pourraient créer un chaos. Et ils ont commencé avec l'affaire Thales, c'était très intéressant, c'est un signe avant-coureur de leur volonté de déstabiliser. Oui. Pourquoi? Parce que ça leur permet, sur d'autres cyberattaques, de pouvoir être crédibles et de faire payer beaucoup plus rapidement. Ça, ils l'ont compris.
Ouais. Ça, on voit bien l'aspect communication derrière. En effet, de plus en plus, ces cyberattaquants communiquent, médiatisent en fait leurs faits. Et comme tu le dis très justement, ça permet justement de forcer les autres en disant, si vous payez pas, on va diffuser vos informations, on va médiatiser, etc. On va même médiatiser vos courriels internes et tout ça. Tout à fait. Ça amène sur un volet communication. Tout à l'heure, tu as fait référence justement aux 10 millions pour l'hôpital dont j'ai oublié le nom, et puis que l'État avait injecté 20 millions ailleurs, et puis donc du coup l'augmentation. Donc là, il y a un défaut de communication qui est flagrant dans le sens où pendant qu'il y a une crise, tu vas éviter de donner la main pour te faire mordre là, et donc de communiquer Mm. sur des choses qui vont donner encore des bâtons pour se faire battre là. Comment ça se passe au niveau pareil de la communication là, par rapport à ça? Bah, quand on regarde aujourd'hui les difficultés majeures sur les crises majeures, sur la gestion des crises majeures, c'est quoi? C'est la communication et la coordination. Mm. Tout le monde a envie d'exister, ce que je peux comprendre. Ah, c'est médiatisé, donc tout le monde a envie d'exister, donc tout le monde a envie de parler, mais derrière, il n'y a pas de cohérence dans ce qui est dit, ce qui est fait, et il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a beaucoup Mm. d'équipages, mais il n'y a pas un seul pilote. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai rencontré sur ma première assistance sur une crise cyber, c'est que tout le monde gérait son risque, mais personne gérait la crise. Ouais, Chacun justement. était dans son coin à faire ses petites affaires, mais il y avait pas de gestion de crise. Il y avait des gestions des risques d'un côté, il y avait de la com d'un côté, il y avait du juridique d'un côté, il y avait de la remédiation de l'autre. À chaque fois, avec sans doute des très bons experts, indéniablement. Ouais. Mais c'est des experts en expertise, c'est pas Mm. des experts en gestion de crise. Et alors, pour moi, il n'y a même pas d'expert en gestion de crise, parce que le métier n'existe pas, donc il y a des gens Mm. qui savent faire. Et si on ne met pas à un moment une stratégie en place, moi, en négociation, on ne peut pas faire de choses concrètes si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas une ligne Mm. conductrice, si elle n'est pas validée par le responsable d'entreprise ou le patron de la cellule de crise. Mm. Ah, dans mon ancien métier, si à un moment c'est pas validé par l'autorité ou le patron de l'unité d'intervention, comment voulez-vous à un moment avancer? Vous n'êtes pas free fall, vous n'êtes pas libre. Mm. Donc à un moment, il y a une vraie cohérence. C'est-à-dire que chaque capteur va avoir une information qu'on va mettre au milieu de la table pour que tout le monde la partage. Et maintenant, on fait quoi? Je reviens à cette phrase magique. Maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce Mm. qu'on attend de nous? Mm. Donc il y a des solutions, des choses qu'on va pouvoir faire, des choses qu'on va pas pouvoir faire. Est-ce qu'on doit, à un moment, on a besoin d'un peu plus de temps pour réparer? Ok, on le prend en compte. Oui, mais là, l'ultimatum, il est dans 2 jours. Ben, il faut qu'on le prenne en compte. Donc tout est méthode, tout est stratégie. Si j'ai pas une bonne vision du problème, Mm. parce qu'il y a un problème technique, mais en face de moi, qui est en face de moi et qu'est-ce qu'il veut? Mm. Parce que s'il veut juste de l'argent, c'est une bonne nouvelle, mais s'il veut continuer à médiatiser l'acte et à avoir une entrave majeure de notre activité, c'est tout autre chose. Quelles sont mes priorités? Deuxième point. Assez compliqué à déterminer, mais bon, voilà, il va falloir que je détermine mes priorités dans ce que j'ai à faire. Mes priorités, c'est gérer des impacts, mais pas que des impacts. Il y a plein de parties prenantes à gérer, Mm. en interne comme en externe. Je dégage ma stratégie et après, je déploie des plans d'action que je vais corriger au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner, bingo, et des choses qui ne vont pas fonctionner. Tout ça, c'est de la méthode. Mais aujourd'hui, chacun travaille dans son silo, hein, c'est ce qu'on appelle les effets Ouais. silos. Ah, très bien, dans son silo, c'est nickel, mais personne ne gère la crise. Et la difficulté, elle est là. Et moi, j'ai tendance à dire que la négociation de mon expérience de ce que l'on fait, on essaye d'aller voir tout le monde pour dire, eh, maintenant, on dit quoi, on fait quoi, et vous faites quoi pour que je comprenne, parce que moi, ma stratégie de négociation, Mm. ou ce que je vais faire en négociation, bah, ça va dépendre de ce que vous allez me dire. Mm. C'est là où Et le rôle ça, c'est un justement, effet, ouais, ouais. c'est là C'est où un effet, le on rôle. va Vas-y. décloisonner. Vas-y. Ouais. Ouais, ça va décloisonner. En fait, le fait d'aller voir Mm. tout le monde, on décloisonne. Mm. Et Et, c'est là où le et rôle justement c'est important. c'est là où le rôle du gestionnaire de crise est super important. Tu parles beaucoup de mode silo, là, c'est clair qu'en mode silo, la crise, elle est l'échec d'office, là. Donc, ça prend en fait un chef d'orchestre qui va organiser, mettre en place les stratégies, se baser sur justement les expertises de chacun pour donner une ligne directrice. Tu l'expliques très très bien, je te remercie par rapport à ça. Euh, tout à l'heure, tu parlais de négociateurs et tout le monde ne peut pas être négociateur. Et c'est quoi le profil pour être négociateur? Eh bien, Ça, il c'est y une a, question qui est pas pour facile, moi, il hein. y a. Non, 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 non. Alors, je crois qu'il y a deux choses de mon retour d'expérience, de ce que j'ai pu observer. Il y a une Mm, partie innée. On l'a, mm, on l'a pas. Et puis, si on l'a pas, bon, on a beau faire n'importe quoi, bah, ça, il y a une partie innée et puis il y a une partie expérience.
Parce que la première qualité du négociateur, comme gestionnaire de crise, c'est d'écouter, savoir écouter. Et être très attentif. Et d'ailleurs, je remercie les Canadiens de m'avoir vraiment formé à l'écoute active. Ce que je te disais tout à l'heure en aparté sur la formation en négociation que j'ai suivie au Canada, où on était vraiment challengé là-dessus. Si je ne comprends pas, je ne peux pas résoudre. Donc, je dois écouter. La difficulté, on ne peut pas écouter sur une cyberattaque parce qu'on va lire, mais même on arrive à lire entre les mots, avec un peu d'expérience, beaucoup de choses. Donc, il va falloir écouter. Et il va falloir trouver la justesse des mots pour exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et que l'autre comprenne en face qu'on est là pour trouver une solution. Donc, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, d'acceptation, parce que vous allez négocier avec des gens qui font un acte criminel. Hein, donc, légalement parlant, il faut déjà accepter d'avoir des personnes en face de soi avec qui ça peut très bien se passer, des personnes retors, des personnes terroristes. Donc, il va falloir s'affranchir un peu de cette image où le négociateur, il est là pour expliquer à l'autre qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait. À un moment, je ne peux plus rien faire pour toi. Il faut lui dire. C'est ce que nous, on appelle le principe de la ligne rouge, qui a été complètement oublié. Une négociation de crise. Hein. Parce qu'après, il y a d'autres négociations, je ne rentrerai pas dans la négociation commerciale ou autre. Hein. C'est autre chose. Mais à un moment, il y a une sorte de ligne rouge à mettre en place et se dire, si on reste de ce côté-là, on peut continuer. Si on va de l'autre côté, je ne peux plus rien faire pour toi. Et d'autres personnes, à un moment ou à un autre, interviendront. Et sans dire qui c'est. Et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité à avoir une grande ouverture d'esprit, une capacité d'écoute, mais vraiment permanente. C'est quelque chose qui est naturel. Quand on est formé à l'écoute au Canada, il disait qu'il faut que tous les jours vous utilisez les techniques que vous apprenez pour que la personne qui est en face de vous ne se rende pas compte de ce que vous faites. C'est tellement naturel. Et ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, hein, au début, on rigole, hein, et puis en fait, on se rend compte. Mais la qualité, c'est ça. Et se faire accepter dans un dispositif qui est assez... une posture dérogatoire, comme nous on dit, hein, la gestion de crise, c'est que si je ne comprends pas comment gérer une crise, je ne peux pas bien négocier. C'est pas j'arrive, écoutez, je m'occupe de tout. Hein. Ça, c'est les héros qui arrivent. Un négociateur, c'est pas un héros. Hein. C'est quelqu'un qui est une pièce du puzzle de la réponse, importante, comme toutes les pièces, elles sont toutes importantes, elles ont tout un rôle important, et qui va apporter un autre regard, une autre façon de voir les choses, avec un complément pour la stratégie, pour se dire on va essayer de faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire parce qu'on est dans une situation qui est extraordinaire. Voilà, c'est tout. Donc, ça demande de la maturité. Et puis, ça demande beaucoup d'échecs. Parce que, alors moi, j'adore ce métier, c'est qu'on a toujours l'impression que les gens qui négocient, c'est des gens parfaits, qui ont réussi tout le temps dans leur vie. Non, non. Moi, j'ai appris énormément. Alors, bien sûr, des réussites, on apprend, mais comme je dis, les lauriers ne durent qu'1 jour. Hein. C'est bon, on est content, le lendemain, c'est reparti. Non, non, on apprend beaucoup de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et c'est là qu'on redevient vraiment humain. Et là, on se dit, là, j'ai pas été bon. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc, ça veut dire que la négociation de crise est une science pas du tout exacte. Et tous ceux qui la transforment en chose de voilà, c'est incroyable tout ce qu'on fait, tout ça. Non, c'est pas incroyable, c'est humain, c'est simple. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Et c'est lié plutôt à je me suis trompé et j'ai compris pourquoi. Okay. C'est intéressant. Parce qu'en face de nous, vous négociez avec un être. Ouais, on négocie avec un être humain. Hein. Ouais. Et l'être humain, il n'y a pas plus imprévisible. Nous sommes imprévisibles parce que tu peux te lever du pied gauche le matin et être pas bon. Et en face de toi, tu as quelque chose d'imprévisible. Un cyberattaquant, il est imprévisible. Il fait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. Il y a une chose qui est bien que tu dis aussi, là, c'est le retour d'expérience sur des erreurs. En fait, on ne fait pas d'erreurs, on fait que des apprentissages au final. Et c'est la possibilité, la capacité de se dire... Ok, en effet, j'ai merdé hier. Ok, bon, maintenant que c'est un constat, sur quoi j'ai merdé et comment est-ce que je peux m'améliorer? Tout ça, c'est des apprentissages. Et c'est super, les retours d'expérience, c'est fabuleux après une crise. Mais et ce que je dis très souvent, c'est que quand je commence une formation, je dis à toutes les personnes, l'être humain n'est pas fait pour gérer les crises. Génétiquement, il n'est pas fait. Mais par contre, il apprend. Donc, on apprend tout le temps. Alors, on a beau avoir 30 ans, 40 ans d'expérience dans le métier, on apprend tous les jours quelque chose.
sur la Mhm. gestion de crise parce que il n'y a pas plus fondamentalement humain que la gestion de crise. Et c'est ce qui la rend, pour moi, très intéressante, c'est que j'aurais terminé ma carrière, j'aurais pas tout vu. Donc, Ouais, oui, c'est ça ça, ouais. m'embête un peu. C'est ça Ça qui est m'embête un fabuleux. peu parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà. Oui, puis comme tu le dis, l'humain, il y a 8 milliards de personnes, donc c'est 8 milliards de façons différentes de gérer des crises. Donc oui, on n'aura pas le Tout à temps fait. de toutes les voir. Et quelque part, c'est la vie. Je vais juste Ouais. avancer parce que je vois que ça file, hein. J'avais deux, trois questions et puis en Ouais. fait, celles-là, je ne vais pas les poser. Je vais dire aux personnes de venir voir sur tes articles. Tu as fait vraiment des très, très bons articles. J'avais une question Je sur te remercie. faut-il payer justement une rançon? Tu fais une réponse. Je ne veux pas que tu fasses une réponse là maintenant. Je vais envoyer les gens sur ton article, hein. Donc comme ça, ils verront D'accord. à la fin de Ça l'article. marche. Et je tease pas à peu près là-dessus. C'est quoi Ok, les c'est top. critères qui Ouais. forcent à payer une rançon? Bah, t'en as quand même pas mal parlé sur justement les mises la livraison des données, ce genre de choses-là, les secrets, etc. Donc, je vais pas revenir dessus. Par contre, il y a une question qui est très importante. C'est existe-t-il une formation pour se former à la négociation en lien avec le cyber? Alors, tu m'as parlé d'une formation qui se faisait au Canada pour toi, dans le cadre de tes anciennes activités. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiques sur le cyber? Et toi-même, est-ce que tu en donnes? Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour moi, par définition, il n'y a pas de formation à négociation cyber. Il y a une formation à la négociation de crise. Hmm. Oui, ça existe. Alors, c'est pas parce que la formation, elle prend beaucoup de temps. Alors, elle prend pas Hmm. du temps, je veux dire, sur la partie théorico-pratique, elle prend du temps parce qu'il faut exercer, Ouais. répéter. On n'y a pas de négociateur de crise du jour au lendemain. Ça serait facile, hein. Moi, je voudrais bien, Hmm. voilà, je vous donne l'information et vous êtes. Non, alors, ce que l'on peut faire, c'est que. Alors, pourquoi je réponds de cette manière-là, c'est que on sait négocier ou pas. C'est pas, je suis Hmm. pas un négociateur commercial, hein, quand je suis en négociation de crise, même si on peut Hmm. avoir quelques fondamentaux. Je suis pas un négociateur des achats dans une entreprise pour les négocier. J'ai Hmm. l'impression que souvent, moi, je vois les négociateurs des achats qui négocient sur les crises cyber, ça me fait penser à ça. C'est voilà, c'est pas du tout à faire, non, c'est très particulier. Donc ça premier point. Pourquoi? Parce que c'est un lien avec la gestion de crise. La négociation de crise est un lien avec la gestion de crise. Donc il faut qu'on comprenne aussi la gestion de crise. Ouais. Après, oui, pourquoi il faut comprendre? Il faut comprendre ce que c'est qu'une crise cyber. Donc là, il faut aller vers qui? Bah, il faut que des spécialistes nous expliquent ça veut dire quoi. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler et encore de travailler avec des experts cyber qui sont très pointus. C'est pas mon métier, mais pas du tout. Hmm. Moi, je suis très mauvais. Il y a tellement d'acronymes que je suis paumé au bout de 5 minutes. Hmm. Mais après, il explique ce que ça veut dire. Mais je comprends les bases. Mais après, pour moi, je sais négocier ou pas. Hmm. Donc, mon travail de base, c'est savoir négocier. Hmm. Et là, ça demande beaucoup de temps. Alors, la solution, oui, moi, je pourrais former des gens. Alors, je me suis toujours, pour être très honnête avec toi, de ce que j'ai appris dans mon ancien métier, je me suis toujours refusé à former des gens à la Hmm. négociation. Pour une raison très simple. La négociation de crise, c'est un vrai pouvoir. Tu as un vrai pouvoir Hmm. quand tu sais négocier. C'est un outil vraiment très performant. Mais quand il est mal utilisé, moi, j'aime pas ça. Moi, je l'utilise dans un Hmm. cadre particulier parce qu'à un moment, il faut remettre de l'équilibre dans le déséquilibre. C'est pas à Hmm. mon propre profit, hein, c'est parce qu'il faut aider. Hmm. Et donc, je me suis toujours refusé à former. Maintenant, face à ce que je vois sur la crise cyber, j'ai changé d'avis. Hmm. Parce que je pense qu'à un moment, il faut former un maximum de gens, non pas être des négociateurs chevronnés, ils deviendront dans le temps, mais avoir les Hmm. premiers gestes de premier secours en C'est ça. négociation. C'est quand Hmm. ça commence, quelles sont les conneries à ne pas faire. Hmm. C'est ce que nous, on appelle les premiers intervenants. Et je pense que c'est en mettant cette culture, un peu comme la gestion de crise, il y a des choses que tu sais, hein, Hmm. tu en as parlé en aparté tout à l'heure, il y a des choses que tu sais faire, tu n'es pas gestionnaire de crise du jour au lendemain, c'est pas parce que tu as suivi une formation d'une journée en gestion de crise que tu sais gérer une crise. Donc, et c'est pas parce que Voilà. tu as suivi des modules de négociation de crise que tu sais gérer Hmm. une partie négociation. Donc ça demande du temps, de l'engagement, du suivi. C'est pas à peine de donner un diplôme, c'est pas du suivi derrière. Donc il y a un cadre très Hmm. particulier. Donc je ne peux pas te le cacher, j'ai réfléchi beaucoup parce que je pense que plus on aura de gens sélectionnés, parce qu'il faut avoir n'importe qui, il y a des critères.
humains et puis dans leur positionnement et dans leur rôle. Parce que si c'est pour les muter 2 jours après, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une continuité dans le métier. Je parle surtout pour les entreprises, je ne parle pas du tout pour le secteur institutionnel ou autre, où ils ont leurs propres équipes qui sont bien normalisées et formalisées. Mais à un moment, il y a un suivi et il faut les accompagner en permanence. Parce que c'est quelque chose, en négociation, il n'y a pas plus humain. Et quand on utilise quelque chose qui fonctionne, je sais pourquoi. Et quand ça ne fonctionne pas, il faut avoir toujours des références qui sont mal utilisées parce que. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et c'est un vrai apprentissage de groupe collectif. Et moi, j'ai besoin dans tous nos métiers d'avoir des retours d'expérience. Plus on déploie une méthode, des expertises, et plus les gens l'utilisent, bien ou pas bien, parce qu'à un moment, ils l'utilisent pas bien. Alors, ça peut venir aussi de toi parce que tu as mal expliqué. Moi, des fois, je me dis, mais quand on forme les gens, quelle est l'empreinte qu'on laisse après? Parce qu'après, tu es parti, qu'est-ce que tu as laissé? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en tant que formateur, en tant que, comme tu le fais toi aussi, on accompagne des entreprises. Et si on forme des gens, il faut les accompagner. Il faut les former à des choses simples, leur expliquer et qu'ils puissent l'utiliser. Et très honnêtement, quand les personnes ont le minimum de qualité humaine, apprendre à négocier en période de crise, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Les gens sont surpris. Moi, j'ai eu la chance de former des négociateurs à peu près partout dans le monde, de différentes cultures. Les cours étaient identiques, simples, identiques, dispensés à peu près toujours de la même façon. Et ce qui était assez incroyable, c'est que les personnes comprenaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, fort de cette expérience, je me dis que c'est possible, mais extrêmement cadré. Extrêmement cadré. Moi, j'insiste, je viens d'un monde qui était très cadré. Je ne peux pas me permettre de sortir de ce moule et en disant je vais vous donner des choses qui sont très utiles sans que ça soit cadré. Moi, je m'y refuse. Voilà. Je te remercie par rapport à ça, là. Donc, il n'y a pas encore de formation chez toi, là, mais c'est en pleine réflexion. Ça va arriver parce que, pour pas te le cacher, je suis de plus en plus sollicité sur comment on répond à une crise cyber. Et la partie négociation en fait partie aussi. Donc, je leur dis, nous, on peut vous assister parce que c'est notre métier. Mais au vu de ce que je perçois, personnellement, ou avec mon équipe, quand on étudie les situations, on voit que la négociation n'a pas sa place. Je trouve ça dommage. J'ai encore vu passer dernièrement, alors moi je salue toute initiative, mais à un moment quand, comme ils diraient les Canadiens, ils sont un peu dans le champ à gauche et que ça va pas, à un moment, il faut dire, attends, n'oubliez pas. Et il faut être un peu virulent parce que si on ne l'est pas, si on tape un peu dans la poubelle, on ne va pas avancer. Et dernièrement, j'ai vu passer un document où on parle de critères pour aider les entreprises dans la gestion des crises cyber. Personne n'a parlé de négociation. C'est ça. Je trouve ça inquiétant parce que, non pas par rapport à mon métier, pas du tout, mais ça veut dire que tout le monde n'a pas compris. On n'a pas compris, il y a un cadre et on n'a pas vu toutes les pièces du puzzle. Alors on reste très technique, d'accord, pas de débat, on a besoin de ça. On reste dans la com parce que la com fait partie de la gestion de crise. Ok, pas de débat. Mais la négociation est aussi aujourd'hui un des outils. C'est comme si à un moment on avait une prise d'otage ou un enlèvement, puis on ne négocie pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets ça, mais moi je réfléchis beaucoup à la meilleure des façons de former des points d'appui, à les faire grandir et puis à surtout cadrer parce qu'aujourd'hui c'est important. Et tu as dit quelque chose qui était... Négocier. Oui, vas-y. Tu as dit quelque chose qui était bien tout à l'heure, là. Tu as dit plein de choses qui étaient bien. Mais là, particulièrement sur ce point-là, sur la formation, là, c'est les premiers secours et puis éviter de faire des conneries. Et ça, c'est de la sensibilisation, c'est de l'initiation, etc. Et je trouve que ça, là, rien que ça, déjà, ça vaut une pépite d'or. Et puis, je vois que le temps file. Prochain magazine qui va sortir en avril, parce que celui de janvier, il est sous presse, là. Celui d'avril, je te proposerais de faire un article spécifiquement sur la négociation. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place une négociation? Quand est-ce que ça doit venir? Mais on en reparlera une autre fois. On va arrêter parce que je pense qu'on a dépassé le temps et on pourrait parler des heures comme ça. Lilian, j'aimerais que tu donnes les liens pour qu'on puisse te connecter sur LinkedIn, sur ton site web, etc., pour que les gens qui sont passionnés par, à mon avis, l'entrevue, puissent te contacter sur spécifiquement justement la négociation.
D'accord, bah, les liens sur LinkedIn, même mon profil, il suffit de taper Lilian Legerin et vous arriverez sur mon profil ou sur le nom de ma structure Solas, SOLACE. Sinon, il y a une autre plateforme que j'utilise très souvent sur les articles, c'est Rendre notre monde plus sûr. Ouais. .fr, qui est la structure qui est liée au groupe auquel j'appartiens, le groupe Goron, où on met beaucoup d'articles sur plein de thématiques qui sont liées à la sécurité privée, où moi j'interviens sur la partie gestion des risques, sûreté et puis gestion de crise. J'ai un blog aussi qui s'appelle Agir pour relever le défi.com, où là on explique notre méthodologie de gestion de crise. Et d'ailleurs, cette méthodologie, pour la petite histoire, s'appuie sur plus de la méthodologie de négociation de crise, mais on l'a transformée en gestion de crise. Donc, comme quoi, il y a un lien très prégnant entre les deux. Donc, voilà. Et puis, nous, on va avancer aussi avec pas mal de choses sur la gestion de crise, avec des podcasts et puis des vidéos, pour expliquer aujourd'hui que, pour moi, c'est un métier d'avenir. On rentre dans une époque assez compliquée, et plus on va former rapidement des personnes, quel que soit leur âge ou quel que soit leur profil. Pour moi, il n'y a pas de profil. L'ouverture d'esprit restant la clé de départ, qui permet d'ouvrir pas mal de portes. Et pour moi, je crois vraiment à cette dimension métier et d'en faire un vrai métier où tout le monde va pouvoir apprendre à être utile au sein des entreprises, même pour utiliser personnellement dans ses propres cas. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les méthodes que nous, on dispense peuvent être utilisées dans la vie personnelle aussi. Plus on va mettre cette culture de gestion de crise en place, plus on va fédérer les gens autour de projets communs, et mieux on va y arriver. Et sur une crise cyber, c'est très important de fédérer tout le monde autour d'un projet commun qui est la résolution. Et ça se fait pas facilement, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. Mais à un moment, quand tout le monde est autour de la table et qu'on a dégagé une ligne forte, on est beaucoup plus fort. Ouais, c'est clair. Ouais, on va rester sur ces mots-là. Lilian, je te remercie. On aura l'occasion de faire certainement d'autres interviews comme ça, là, et puis on va te voir sur le magazine avec grand plaisir d'avril. Je te remercie beaucoup et puis on se retrouve une prochaine fois. C'est moi. Merci.